merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être de retour dans ma région aujourd'hui pour vous présenter un aperçu de la modernité régionale de l'architecture de la région. Moi, mon parcours en architecture a commencé ici avec le diplôme de technologie d'architecture au Cégep de Chicoutimi. Puis je pratique à Montréal depuis. J'ai fait mon bac à l'Université Laval, ma maîtrise également, ce qui m'a amené aussi à faire une année d'études en France, dans le Nord, à Lille. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études avec le DESS en architecture moderne et patrimoine à l'UQAM. Puis je m'implique avec Docomomo depuis 2017. Donc, aujourd'hui, mon rôle et mon objectif, ça va être de vous faire un aperçu, de tracer un peu le portrait de la modernité architecturale de la région. On va d'abord présenter les grandes lignes du contexte historique, puis ensuite présenter les principales agences et les architectes qui y travaillaient, qui ont su donner l'identité de l'architecture de la région. Finalement, on va discerner aussi des traits caractéristiques communs à plusieurs des bâtiments de la région. Puis ensuite, on va partir en balade, voir quelques réalisations remarquables. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à souligner l'utilité de ces guides d'architecture de Luc Nopen et Lucica Morissette, qui, même s'ils ont une vingtaine, voire une trentaine d'années d'existence, toujours d'actualité, puis c'est très, très utile. Je crois qu'ils ne sont plus publiés à l'heure actuelle, mais c'est quand même des ouvrages assez majeurs. Pour le contexte historique, donc la période qui est dite moderne dans la région s'amorce en 1912, lorsqu'il y a le grand feu de Chicoutimi, puis va se poursuivre jusqu'à la fin des années 70, où on voit une certaine stabilisation de la croissance. Dans l'intervalle, en fait, la forte croissance démographique, comme on a parlé un peu plus tôt, vient appuyer le développement urbain, puis induit un important besoin de nouveaux bâtiments aussi. Donc, puis ça, c'est dès la période d'après-guerre, donc dans les années 50, donc avant même le cœur de la Révolution tranquille. J'ai lu aussi qu'en 1970, le territoire que la ville occupait était 10 fois celui qu'il occupait 30 ans plus tôt, en 1940. Ça s'explique en fait par les pâtes et papiers, l'hydroélectricité, l'aluminium, qui sont les principaux moteurs de développement jusque dans les années 50. Puis ensuite, l'accélération de la modernisation qui va s'opérer va conduire à la construction de nombreux édifices et d'ensembles qui sont soutenus par les secteurs commerciaux et industriels qui sont prospères et en plein essor. Donc, le développement des secteurs tertiaires aussi, comme on a déjà abordé, puis le passage aux mains de l'État des institutions scolaires, de santé, de services sociaux, constitue également là, une réforme qui va donner l'occasion aux architectes d'innover. Parallèlement à ça aussi, il y a l'Église qui est toujours puissante, mais qui commence à chercher un peu à se renouveler aussi, puis ce qui va être un important moteur là, de stimulation pour les concepteurs là, qui vont pouvoir démontrer leur audace et leur talent. On passe maintenant aux agences et aux architectes. Donc, comme c'est encore le cas aujourd'hui, la formation pour devenir architecte n'est pas offerte dans la région. Donc, pour la plupart, les architectes qu'on va voir ont pris la décision de revenir en région après leurs études, pour la plupart du temps à Montréal, à l'École des beaux-arts, où c'était là qu'était offerte la formation d'architecte en français, surtout. Ensuite, donc, dès le début de la carrière, les architectes vont affirmer sans retenue la créativité puis qu'ils ont su développer au cours de leurs études par un enseignement qui est en pleine effervescence réformatrice, puis qui s'ouvre aussi sur le monde, donc même avant même que Montréal voit passer l'Expo 67. Donc, dans la région aussi, il y a un esprit de confraternité dans le monde des affaires, donc les gens encouragent local puis sont fiers de le faire. C'est un esprit de solidarité qui est avantageux pour les architectes donc, dans leur collaboration parmi les acteurs de la construction, mais qui leur permet aussi de développer un réseau de contacts, puis aussi, certains contacts deviendront leurs clients. Ça leur offre en fait un accès privilégié à la commande qui est stimulé aussi par le besoin puis de nouveaux bâtiments. Donc, j'ai ciblé certaines agences que je crois que leur rapport était majeur pour la région. Ce n'est pas toutes les agences, mais donc, comme on le sait, le temps ne nous le permettait pas de tout voir, mais on va voir les principales. Donc, en premier,
Lamontagne et Gravel. Donc, Alfred Lamontagne, c'est le premier architecte à venir s'établir dans la région en 1912, donc au lendemain du grand incendie. Avant son arrivée, on faisait plutôt appel à des architectes de l'extérieur, souvent de Québec. Armand Gravel, qui était son associé plus tard, lui étudiait aussi à l'École des beaux-arts de Montréal, puis est venu rejoindre Alfred Lamontagne en 1923. Ils sont pratiquement sans concurrence jusqu'en 1934. Ensuite, parallèlement aussi, au début de sa pratique, Armand Gravel va s'inscrire par correspondance à l'École universelle de Paris de 1932 à 1937. Donc, c'est vraiment là ça va lui donner envie d'insuffler une expression plus moderniste à l'architecture de la région, donc moins ornementale, un peu plus fonctionnaliste. Ensuite, le fils d'Armand Gravel, Maurice Gravel, va se joindre à eux en 1957 puis s'associer en 61. Ensuite, Desgagnés, Boileau et Côté. Donc, 2 ans après le début de sa carrière chez Lamontagne et Gravel, Léonce Desgagnés va ouvrir son propre bureau en 1935. Quant à lui, il était diplômé de l'École des beaux-arts de Québec, qui offrait encore la formation à l'époque, puis où son projet final a été récompensé par le prix Maxwell pour les finissants du prix Maxwell pour le meilleur finissant des écoles d'architecture canadiennes en 1932. Il s'adjoint de Paul Boileau, qui travaillait pour le département provincial des travaux publics à Québec, qui va devenir son associé en 1944. Paul-Marie Côté, qui est diplômé en 1950, va faire un stage chez Desgagnés et Boileau avant de partir pour une année d'études pour approfondir sa culture architecturale en Europe, puis aussi en Amérique centrale, avant de revenir et de s'associer à la film en 1958. Le rayonnement de leur production audacieuse va rayonner bien au-delà de la région, en raison des projets assez innovants qu'ils vont réaliser, qu'on va voir un peu plus tard. Ensuite, Jacques Coutu, qui est diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal en 1953. Suite à ses études, il va effectuer un stage à Milan chez l'architecte Gio Ponti. Son intérêt pour l'architecture scandinave, qu'il va développer ensuite par un voyage en Suède puis au Danemark, va vraiment se traduire en fait par la sensibilité qu'il va mettre dans ses projets qui s'intègrent bien au milieu dans lequel il s'implante, puis par l'usage de matériaux qui sont souvent organiques. Lui, il va passer par le bureau de Desgagnés et Boileau en 1957, avant d'ouvrir son bureau en 1957, puis qui va piloter seul jusqu'à l'arrivée d'Yves Bergeron en 1979. D'ailleurs, Sylvain Gaudreault lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale en janvier 2019. Un plus petit bureau, mais qui était quand même assez intéressant, c'est Bertrand Dallaire. Lui, c'est un condisciple à l'université de Maurice Gravel, donc ils vont commencer leur pratique ensemble avec leur premier bâtiment dans la région. Il va ensuite s'associer à André Brassard, qui, lui, non seulement a reçu la médaille de l'Institut royal d'architecture du Canada pour son projet de thèse en 1976, mais c'est aussi le fils de François Brassard, dont la salle de spectacle du Cégep porte le nom, depuis sa fondation en 1965. Puis finalement, Saint-Gelais, Tremblay et Tremblay. Donc en 1957, Saint-Gelais ouvre son bureau d'architecture à Jonquière. Il est rejoint l'année suivante par Fernand Tremblay, qui va demeurer son partenaire pour plusieurs années. Ils reçoivent la médaille Massé du gouverneur général pour leur première commande d'église, qui est en fait l'église Saint-Raphaël à Jonquière. Les deux architectes vont maintenir vraiment une collaboration tout au long de leur carrière, puis en collaborant avec d'autres professionnels à l'occasion pour certains projets. Ils vont devenir associés de Charles Tremblay de 61 à 72. Puis à l'époque, la firme possède 3 bureaux, donc un premier à Jonquière, à Allemand, puis Roberval, qui est dirigé par chacun d'eux. Puis ensuite, ils vont déménager leur pratique à Québec, où ils vont, entre autres, réaliser la bibliothèque du campus de l'Université Laval, puis aussi les édifices H et J de la colline parlementaire, qu'on connaît aussi comme le fameux bunker de béton. Je passe maintenant aux traits caractéristiques. Donc, ceux qui étaient présents hier ont eu la petite introduction de France
comme quoi l'architecture moderne ne se qualifie pas comme un style. Donc, ici, une image vaut mille mots, comme on dit. Donc, deux bâtiments qui ont le même programme, donc des bâtiments résidentiels, mais une solution formelle tout à fait différente. Donc, même si c'est deux bâtiments qui sont construits pratiquement la même année. Donc, en fait, il faut voir, non comme un style, mais plutôt comme un mouvement pendant le 20e siècle où s'est développée une attitude tournée vers l'avenir. Donc, en architecture, ça se traduit par la volonté de rompre avec l'héritage du passé, entre autres en délaissant l'ornementation superflue, puis en pensant davantage en espace qu'en composition. Donc, on va plutôt rechercher puis accueillir des innovations techniques et matérielles dont la mise en œuvre considère les potentiels tectoniques, c'est-à-dire l'expression artistique de la construction, puis dans des formes qui sont novatrices, expressives et fonctionnelles avant tout. Donc, un bâtiment qui démontrait bien ces principes-là, c'est la Caisse populaire Saint-Alexis de Grande-Bay, malgré que le bâtiment soit disparu aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ça, mais je crois qu'il s'agit de la fameuse Caisse populaire, c'est ça, dont le coffre-fort est parti dans le déluge, puis on cherche encore aujourd'hui comme le fameux fromage, la bise du fjord. Donc, les principales caractéristiques qu'on remarque dans ce bâtiment-là, c'est l'expressivité de la fonction. Donc, c'est un lieu public qui se veut transparent et ouvert par rapport... on sait que les caisses populaires, c'est de se distinguer un peu des grandes banques. On voit son coffre-fort qui est situé dans la partie blanche qui est courbe en béton, opaque aussi, contrairement au volume plus transparent. Le petit volume aussi est un peu dématérialisé par les plans qui sont disjoints. Donc, on voit que la toiture semble flotter par-dessus les murs, l'effet que crée le bandeau de verre. Il y a un prolongement aussi au-dessus du volume de la toiture, du prolongement des poutres aussi jusqu'à l'extérieur également. Ensuite, il y a la question de la continuité extérieure-intérieure aussi. Donc, on voit que le parvis devant le bâtiment semble, dans le plan, on voit bien jusqu'à l'intérieur du bâtiment par son fini minéral. Puis le traitement de la lumière naturelle aussi, puis artificielle aussi, qui est toujours un peu... qui donne un effet sur les surfaces. Le choix des matériaux également, il y a du béton, du verre, mais aussi de la brique et du clin de bois. Puis dans le design aussi, on va de l'échelle du site jusqu'à la petite échelle du détail et même du mobilier par Jacques Coutu. Bon, on passe maintenant à une sélection de réalisations remarquables. Il faut dire que les images disponibles en ligne sont assez limitées. Donc, on a pris la décision de feuilleter les revues Architecture, Bâtiments et Construction, qui sont toutes disponibles sur la BANQ en ligne, puis qui nous permettaient de sélectionner des images qui nous ramenaient un peu à l'époque, puis qui nous situaient à l'époque de construction du pavillon ici également. C'est des photos, souvent des projets qui sont fraîchement réalisés, donc qui nous permettent de les voir dans l'œil, comme un peu dans l'œil des architectes qui y avaient pensé. On commence par les églises. Donc, on connaît bien le courant des églises blanches de la région. Ça nous vient assez vite à l'esprit quand on pense à l'architecture moderne ici. Donc, dès leur construction, ils vont attirer un regard sur la région. Puis leur concentration de ces icônes en fait, sur le territoire de la région, c'est assez unique. Ça représente bien l'audace des concepteurs de l'époque dans leur façon de réinventer la forme à partir d'un programme donné. Donc, leur plan va rompre avec ce qu'impose l'organisation traditionnelle en croix latine, puis l'utilisation de matériaux nouveaux comme le béton, le bois, la collée va permettre d'en faire des véritables sculptures habitables. On va en reconnaître certaines dans la sélection. Donc, le premier projet, c'est l'oratoire Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier, donc l'hôpital de Chicoutimi, où on voit que Léonce Desgagnés a utilisé la brique dans un jeu polychromique qui va rappeler l'esthétique du moine Dom Bello, dont un autre exemple au Québec, qui est l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac en Estrie. Ensuite, au lac Bouchette, donc la chapelle Mariam-Notre-Dame de Lourdes, où la nef est logée dans une voûte de béton. La chapelle du Petit Séminaire, qui est maintenant le centre des médias, je crois la bibliothèque du Cégep de Chicoutimi, qui a été réalisée en collaboration de plusieurs architectes.
puis où on revoit la céramique de Claude Vermette sur le mur puis sur la voûte. L'église Saint-Marc de Bagotville, c'est là un plan en croix latine un peu plus classique, mais ce qui la démarque, c'est vraiment l'utilisation de la dalle plissée de béton qui fait sa toiture. C'est une prouesse qui a été réalisée avec l'ingénieur Ernest Dauphinet. À Jonquière, l'église Saint-Raphaël, celle qui a reçu la médaille Massé, donc la première église du bureau de Saint-Gelais et Tremblay, puis qui amène une certaine renommée aussi au bureau dès le début de sa fondation. Une autre église du même bureau où on voit également les deux dalles de béton qui se rejoignent sans se toucher au centre, à La Rouche. L'église Notre-Dame de la Baie de Jacques Coutu, où l'architecte, qui s'insère en fait sur un site qui est vraiment en pente, puis on voit que l'architecte a joué avec les jeux des toitures, puis aussi il utilise le bois sous forme de lamelé collé pour les poutres, de planches pour le platelage, puis aussi un parement de cèdre, donc le même matériau sous plusieurs formes. L'église Notre-Dame de Fatima, qui est vraiment une icône, un des premiers exemples d'église à plan centré, ce qui va dicter le volume, puis la forme un peu de tipi. Donc c'est comme un cône qui est scindé en deux, puis séparé. Puis dans les vides, il y a un vitrail de Guy Barbeau qui va donner un effet à l'intérieur avec sa couleur. L'église Saint-Pierre d'Alma, qui est assez intéressante aussi. L'église Saint-Luc, qui a un plan rectangulaire assez classique, mais qui donne l'impression qu'elle va comme s'encastrer dans la colline, puis qui est somme toute assez simple, mais qui met bien en valeur les matériaux comme le béton puis le cuivre de sa toiture. Puis finalement, à Roberval, une église avec une toiture à caisson qui est assez impressionnante, qui repose sur 12 piliers. On passe maintenant aux résidences. Donc, on va constater que c'est un type qui permet aux architectes de pousser assez loin l'exploration formelle. C'est une époque où l'habitation individuelle domine. Donc, les architectes vont vraiment se laisser guider par leurs vidéos quant à la nouvelle façon d'habiter. Donc, les clients s'y conformaient parce qu'à l'époque, pour avoir une maison d'architecte, c'était le symbole ultime de la réussite. Donc, on va voir certaines œuvres assez uniques. Premièrement, une œuvre qui est en fait attribuée au bureau de Desgagnés-Boileau, mais qui était dessinée par Jacques Coutu alors où il faisait ses stages dans le bureau. Une résidence de médecin à Roberval, donc sur un plan vraiment horizontal déposé sur un stock de pierre, la façade complètement vitrée tournée sur le lac. Un bâtiment au volume un peu similaire, mais où cette fois on est vraiment venu rythmer la façade par des poutres de bois lamelé collé. Puis on remarque aussi l'espace de l'abri d'auto qui marque bien l'époque. Donc, 2 œuvres de Saint-Gelais et Tremblay. La maison de Saint-Gelais, pas très loin d'ici. Plus étonnante, celle-ci, la maison du docteur Lapointe à Chicoutimi, où les espaces de vie étaient vraiment autour d'un atrium puis d'une piscine. Donc, on voit l'originalité des photos de revue de l'époque. Ceci, c'est le chalet de Paul-Marie Côté. C'est ce qui peut arriver quand l'architecte est son propre client. Donc, c'est un chalet d'été, tout à fait différent. Où on remarque aussi la céramique, semblerait-il, des restes de céramique qui ont été utilisés dans la chapelle du séminaire qui est jointe au cégep de Chicoutimi. Puis finalement, sa maison à Chicoutimi qui est située devant l'hôpital. Les bâtiments institutionnels, donc on en a parlé un peu plus tôt. Il y a plusieurs changements qui s'opèrent dans le monde de l'éducation, puis ça a un impact sur l'architecture, entre autres des écoles. D'abord, ici, c'est l'école Dominique Racine à Chicoutimi, qui est une des premières écoles secondaires régionales dans la forme de polyvalente. Puis on remarque l'intégration des arts aussi par la mosaïque de céramique de Yvan Landry. L'école Guillaume Tremblay, qui est maintenant la polyvalente d'Arvida, si je ne me trompe pas. Ensuite, l'école secondaire de Jonquière. Séminaire Marie-Reine du Clergé à Métabetchouan. L'école Saint-Jean de Dolbeau, avec la toiture en courbe inversée
du gymnase, puis les doubles hauteurs. Il y avait aussi une murale de Jordi Bonnet dans l'entrée. Puis on remarque aussi les circulations en coursive autour du gymnase qui étaient assez présentes dans les projets de Saint-Gelais. On est ici à l'école secondaire Curie-Hébert d'Armand et Maurice Gravel à Héberville. Puis le cégep de Chicoutimi. Donc, on voit la partie existante, puis l'agrandissement qui est venu loger des classes, les piscines, les laboratoires, la cafétéria, puis au debout, les résidences étudiantes. Donc, il y a vraiment un jeu de béton brut de décoffrage. Finalement, quelques établissements d'affaires. Donc, on a ici le bureau de Desgagnés-Boileau à Chicoutimi. Toujours, le bâtiment existe toujours et pratiquement tel quel. Une caisse populaire à Chicoutimi de Desgagnés-Boileau. Une autre proposition de Saint-Gelais à Roberval. L'hôtel de ville d'Arvida de Bertrand Dallaire, où on remarque en bas à droite les mosaïques de céramique, encore une fois de Jordi Bonnet, qui sont intégrés. L'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini. Puis finalement, l'immeuble qui a été conçu comme le siège des activités sociales et récréatives des employés de l'Alcan. Donc, voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que je vous ai rappelé des bons souvenirs ou que j'ai donné envie de parcourir un peu plus la région. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour M. Lévesque? Question ou complément d'information aussi. Là. Tout à fait. Alors, quelqu'un? Oui, à l'arrière. Bonjour, Danny Côté, encore. Historien. Je me demandais ce mouvement d'art, de bâtiments modernes-là, autant institutionnel que résidentiel, est-ce que c'est unique au Saguenay ou, à votre avis, il y a d'autres régions au Québec où ça a pu naître? C'est vraiment prospère ici, ce mouvement-là, le moderne. Est-ce qu'il y a d'autres régions du Québec où il y a l'équivalent? Ou c'est vraiment unique, même au Canada? Ou... Au Canada, je ne pourrais pas dire, mais au niveau du Québec, c'est assez unique parce qu'on parle vraiment de l'époque où la région s'est beaucoup développée. Il y a beaucoup de bâtiments modernes, évidemment, à travers le Québec, mais ici, c'est la concentration là, qui est vraiment unique à la région dans une certaine époque. Là. Alors, d'autres questions, compléments d'information? Ça va, parfait. Bien, merci énormément, M. Lévesque. C'était vraiment intéressant.